On va conclure donc avec Pierre-Alain Lannes qui va nous apporter cette conclusion et nous apporter le point de vue du concepteur. Quel regard porte le concepteur sur ces filières de matériaux qui en sont une partie de l'analyse de cycle de vie sur la totalité de la construction des bâtiments, et notamment en nous faisant un retour sur une première expérimentation, l'étude, le rapport au BEC. Voilà. Oui, alors du coup, oui, je m'appelle Pierre-Alain Lannes, je fais partie d'un bureau d'études qui s'appelle Tribu. On est concepteur et assistant à maîtrise d'ouvrage sur toutes les questions de qualité environnementale à l'échelle des bâtiments et des projets urbains. Et j'interviens aujourd'hui également pour vous présenter un peu les conclusions qui ont émergé du programme OBEC, donc Objectif Bâtiment Énergie Carbone, qui est un programme qui a été lancé par l'ADEME et l'ADREAL en 2017, qui a été présenté par Damien Joseph en début d'après-midi, et en fait on s'est occupé de la partie Auvergne-Rhône-Alpes au sein d'un groupement constitué de Tribu, du CRMA et d'un autre bureau d'études qui s'appelle Combo Solutions. Et du coup, dans le cadre de ce programme, on a étudié 20 bâtiments qui ont été livrés, qu'on a fait passer à la moulinette, sur lesquels on a fait les calculs selon le référentiel d'énergie carbone. Et on a également accompagné 10 projets qui étaient en phase de conception pour justement, en phase de conception, accompagner les équipes de maîtrise d'œuvre et les maîtres d'ouvrage à prendre en compte ce référentiel et à limiter les impacts carbone dans leur choix de conception. Ce qu'on peut dire déjà sur la méthode en tant que telle, la méthode de l'ACV telle qu'elle est définie, telle qu'elle va être définie réglementairement en 2020, c'est que déjà, pour nous, on juge que c'est une bonne chose, car ça permet d'associer l'ensemble des acteurs de la construction à réduire les émissions environnementaux. Au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre, par exemple, on va dire, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ça peut être un fil conducteur entre tous les acteurs d'une équipe de maîtrise d'œuvre, car chaque métier, chaque cœur de métier, chaque membre d'une équipe de conception a dans ses choix un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc prendre ce critère peut être un fil conducteur pour amener plus de co-conception vers des projets vertueux. En tout cas, c'est l'avantage que l'on voit à adopter cette méthode d'ACV. Et je parle de la conception des équipes de maîtrise d'œuvre, mais les entreprises du bâtiment, les industriels, les fabricants, à travers en particulier la création de FDES, permettent de s'interroger sur comment réduire ces impacts environnementaux, et ça offre un cadre qui va dans cette direction. Après, quand on regarde les résultats que nous avons menés sur les 20 projets qui ont été livrés, donc sur lesquels on n'avait pas de marge de manœuvre, c'était vraiment faire le calcul carbone sur des bâtiments réalisés, donc où on avait des définitions très précises de toutes les quantités, de tous les matériaux qui avaient été mis en place. Donc on a fait une ACV, mais sans faire de variante, vraiment sur un état fini, sur des bâtiments qui avaient des typologies très différentes, des modes constructifs également très différents. On avait des bâtiments en béton, des bâtiments en bois, des modes constructifs mixtes bois-béton, acier-béton, également un bâtiment en terre coulée, qui est un mode constructif assez particulier. Et quand on regarde les résultats obtenus sur ces 20 bâtiments livrés, on n'arrive pas vraiment, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre sur les produits de construction, il n'y a pas de corrélation directe, il n'y a pas de corrélation entre le mode constructif utilisé et l'impact carbone des produits de construction qui ont été calculés. Ça s'explique notamment par le fait que ce qui impacte aujourd'hui, tel qu'on a fait les calculs qui datent déjà d'il y a un an. Donc il faut aussi se mettre dans la perspective qu'on était il y a un an avec une base de données environnementale qui était beaucoup moins complète que ce qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, ce qui est le plus impactant aujourd'hui sur les résultats, c'est le type de données qui est utilisé, le type de FDES qui est utilisé.
Et comme c'était un peu évoqué dans les présentations précédentes, il y a différents degrés de finesse d'une FDES, entre une FDES spécifique à un type de produit, une FDES collective qui est déjà plus macro à l'échelle d'un type de produit, et l'autre, l'échelle encore au-dessus de définition, c'est une FDES par défaut qui est produite par le ministère. Et en fait, dans nos calculs, on s'est rendu compte que le pourcentage de fiches par défaut utilisées était très important. On avait plus de 60% des produits qu'on ne pouvait pas caractériser d'une autre manière qu'en utilisant une fiche environnementale par défaut. Et ça a un impact assez important parce que les fiches par défaut dans le mode de calcul sont... Marion Sier pourra sûrement vous donner exactement comment c'est fait, mais c'est moyenné, il y a des coefficients de sécurité, ça a des impacts assez lourds. Si on compare, enfin sur certains produits, il y a un rapport de 1 à 5 entre les impacts environnementaux d'un produit défini par un industriel et une fiche par défaut de ce même produit, de cette même catégorie de produits. Donc vraiment, les impacts environnementaux sont très variables en fonction du type de précision de la fiche de données environnementales qui est considérée. Et c'est ça qui, aujourd'hui, impacte beaucoup les résultats qu'on a produits. L'autre élément qui est également lié au type à la donnée disponible, c'est la complétude la complétude des calculs qui sont effectués. J'entends par là que quand on fait un calcul carbone sur un bâtiment, chaque produit de construction qu'on vient rentrer dans le calcul, à part quelques matériaux biosourcés qui captent du carbone, mais sinon tous les matériaux ont un impact carbone. Donc plus on rentre de matériaux, plus on est précis dans le calcul, plus l'impact final de gaz à effet de serre du bâtiment va être important. Et du coup, c'est une logique plus on fait le calcul précisément, plus on a d'impacts globaux qui sont mis en place, qui sont donnés dans le calcul, et ça pose la question également de à quel moment faire ces outils, utiliser cet outil. Marion Sier l'avait évoqué, l'ACV à la base, la philosophie de l'ACV, c'est vraiment de faire des comparaisons. Donc vraiment en stade de conception, de comparer différents modes constructifs, de comparer différents produits utilisables, de voir les impacts relatifs de ces différents produits et de l'utiliser comme un outil d'aide à la conception. Mais comment garantir in fine des résultats qui doivent être... les niveaux carbone sont définis sur la base de DPGF, donc avec un degré de précision qui est très fin. Comment s'engager en conception, à faire les bons choix et à maintenir le cap au fur et à mesure des études, au fur et à mesure où le projet s'affine et où il y a des quantitatifs qui arrivent, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé en conception. Il y a un peu aujourd'hui un décalage entre le niveau à atteindre et ce qu'on peut faire en conception pour garantir l'atteinte de ce niveau. Voilà. Et du coup, peut-être juste en conclusion, la donnée, la production de données aujourd'hui est assez centrale dans la manière dont est rédigé le référentiel. Donc les manières de valoriser tel mode constructif, tel produit, va passer obligatoirement, tel que c'est défini aujourd'hui, par la production de données environnementales. Donc il y a des secteurs, il y a des filières qui sont plus structurées que d'autres, et il y a les pouvoirs publics qui aident aussi à financer ce type de données. Et il y a notamment un appel à contribution de l'ADEME qui est lancé depuis le début du mois. Là encore, je pense que Marion aura plus de billes pour décrire de quoi il s'agit exactement, mais il y a des financements qui sont mobilisables auprès de l'ADEME pour créer de la donnée. Merci.
Eh bien, merci beaucoup. On a dépassé à peine de 10 minutes avec tous ces intervenants. Belle performance à vous. Donc, je pense qu'on peut s'accorder 10 minutes pour des questions collectives et puis après, vous pourrez poursuivre les échanges en bilatéral avec les intervenants ou entre vous auprès du buffet. Et donc, si chaque intervenant voulait nous rejoindre, comme ça, vous pourrez répondre aux questions directement. Vous avez un micro, ok. La première question, c'est... Donc on a bien compris qu'aujourd'hui il y a un manque énorme de précision et de quantité dans les FDES et que c'est pourtant le cœur du réacteur pour pouvoir comparer des choses comparables. Donc c'était bien de le dire à la fin parce que ça a un petit peu défoncé tout ce qui a été dit avant, quoi. Alors non, pas assez de FDES. C'est pas dans les FDES qu'il y a un manque de précision, c'est dans les, en fait dans une analyse carbone, c'est des quantitatifs qu'on associe à des FDES, à des données environnementales. Et du coup c'est ces quantités qui... Enfin, voilà, estimer une quantité de mètres cubes en avant-projet, de mètres cubes de béton ou de linéaire de réseau de télécom. Enfin, il y a des choses qui sont difficiles à quantifier en conception. C'était plutôt ça le sens de mon propos. C'était pas sur la manière dont il y avait quand même l'idée FDES. que les FDES par défaut peuvent être extrêmement éloignés de FDES faites par... Ah oui, oui, ça par contre, oui. Bah oui, et il y a eu aussi tout à l'heure quelqu'un qui a dit... qu'il manque énormément de FDES, il y a des produits qui ont la même unité fonctionnelle et qui sont évidemment produits avec une grande puissance industrielle et qui ont une FDES comparable à un autre qui est beaucoup plus léger, des choses très étonnantes. Donc est-ce que vous pouvez nous indiquer qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui à l'échelle nationale pour qu'on aille très très vite dans la production de FDES et de données pour ne pas attendre 2100 pour pouvoir faire des comparatifs corrects, quoi. Alors, on l'a dit, j'aimerais juste préciser une petite chose et distinguer deux choses. La première, c'est un super outil qui est l'ACV, qui est utilisé depuis bien avant l'expérimentation E+C-, qui sert à identifier finalement les phases impactantes de construction ou de mise en œuvre d'un produit ou d'un service, et la distinguer justement d'un moment de sa projection pour élaborer un outil réglementaire avec ses défauts, et notamment que faire s'il n'y a pas de données pour caractériser le produit. La réponse, pour encourager justement les filières à se doter de données environnementales, ça a été de mettre des valeurs par défaut pénalisantes. Donc le message qui est passé depuis un certain temps, c'est effectivement d'accélérer sur cette production de données. On le sent bien, c'est un petit peu c'est en tout cas un des grands enjeux de cette méthode de calcul. Donc bon, en tant que partenaire pour développer les filières vertes, l'État a accompagné un certain nombre d'entre elles dans la réalisation de ces calculs et encourage toutes les filières à se doter d'outils, que ce soit par le biais de fiches individuelles, de fiches collectives ou par le biais de configurateurs pour définir un peu plus massivement la caractérisation des produits. Mais on sent bien que cette donnée, c'est important, on l'a vu, donc toutes les filières ont fait l'effort bien sûr de rentrer dans cette démarche, et chacune d'elles bien sûr a mis en avant les qualités de ses produits sur différentes phases de production de son matériau, sur le recyclage, sur la consommation d'énergie lors de la fabrication, et on voit tout l'intérêt, je parlais en introduction, d'objectiver la démarche, l'intérêt d'avoir un peu un juge de paix vérifié, qui est la FDES, qui va venir contrôler l'ensemble du cycle de vie du produit, enfin en tout cas du cycle de fabrication, de mise en œuvre et puis de fin de vie du produit. Donc effectivement c'est un enjeu important et il faut vraiment encourager les gens à produire ces données. Je voulais juste rajouter sur ce point que la situation comparée à il y a un an, au moment où les calculs ont été faits, a vraiment changé. C'est-à-dire que maintenant il y a des produits en bois dans la base Ignies, ce qui n'était pas le cas quand Aubec a démarré. Donc moi je pense que ce qu'on peut critiquer, c'est qu'Aubec a commencé trop tôt. Ça oui, ça on peut faire travailler la maîtrise d'œuvre sur une base de données incomplète, voilà, avec une méthode pas ficelée, ça c'est critiquable. Mais par contre, le fait que la base de données Ignies grandit, eh ben, la critique elle était valable il y a un an, elle est déjà un peu moins valable aujourd'hui puisqu'on a beaucoup plus de matériaux. Et en plus, vraiment, je pense qu'il y a une vraie volonté, cette fois-ci vraiment sincère, de la part de l'administration à développer des données. Donc les configurateurs sont faits pour ça. Il n'y en avait quasiment pas il y a un an, maintenant il y en a déjà 3 ou 4. Et là, effectivement, il en a parlé, si vous allez sur le site d'Ignies, en première page, vous avez cet appel à projet. Donc c'est lancé par HQE, l'Alliance HQE.
Et donc surtout pour la terre crue et la paille, là j'y pense, là, vous qui vous voulez mettre à jour. Dans cet appel à projet, il vise à financer des F2S donc plutôt collectives qui ne disposent pas d'autres F2S dans la Basignès, donc vos deux produits sont concernés, et donc pour apporter financement et soutien technique. Donc il y a quand même une volonté que j'imagine sincère de régler ce problème-là, donc on peut critiquer plein d'autres trucs, mais pour le coup, le remplissage de la Basignès, il est fait de manière assez efficace, parce que justement, ces valeurs par défaut hyper pénalisantes, eh bien, ça les a tous motivés, quoi. Et donc ça, c'est, je trouve, un des points positifs de la réglementation. On va peut-être prendre une ou deux questions, s'il n'y avait pas de précision. Encore une ou deux questions avant de... Non, c'était parfaitement complet. Vous êtes cuit. Peut-être, si je peux me permettre une petite remarque pour ouvrir un petit peu. Il y a évidemment beaucoup de qualité des matériaux qui ont été développés au cours de cette séance. Il y en a qui sont pris en compte justement dans ces F2S et d'autres qui sortent un petit peu du scope. Alors on a parlé d'impact sanitaire, on a parlé de développement socio-économique sur le territoire. Voilà, j'ai envie quand même de rappeler et d'ouvrir en rappelant que produire un bâtiment, c'est arbitrer entre différents critères. La RE 2020, on l'espère, sera un outil pour tirer les bâtiments vers le haut, mais ça n'empêcherait pas aussi de faire des choix en dehors du respect de cette réglementation et de prendre en compte d'autres facteurs. Ça n'empêchera pas de réfléchir sur la bonne intégration du bâti dans son environnement, ça n'empêchera pas de réfléchir sur quel est le confort des usagers à apporter, et fort heureusement. Bonsoir à tous, Frédéric Basoli, association Espul. J'ai une question un petit peu technique, c'est sur la durée de vie qui est choisie pour les matériaux. On a vu à des moments 50 ans pour la plupart. Selon d'entre eux, je ne sais plus lequel, c'était 100 ans. Du coup, y a-t-il une durée de référence ou est-ce que ça dépend du matériau, de la manière dont la F2S est élaborée? Par ailleurs, sous question, je fais le lien avec un sujet qui est, on va dire, connexe. Nous, on suit un petit peu la création de fiches C2E, donc des fiches barres qui vont attribuer des kilowattheures QMAC pour différentes méthodes d'économie d'énergie. Et pour les matériaux isolants, la durée de référence qui est choisie, c'est en général 30 ou 35 ans, alors que là, pour les FDES, j'entends que c'est un autre sujet, mais c'est 50 ans, voire 100 ans. Du coup, ce serait peut-être intéressant aussi qu'il y ait un lien qui soit fait entre ces deux sujets, notamment puisque c'est pénalisant un petit peu pour certains matériaux isolants, le fait de avoir 35 ans comme durée, ça fait que l'isolation est mal financée par les C2E, en tout cas pour certains procédés. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Alors moi je peux vous dire quand on fait une F2S comment on se met d'accord sur la durée de vie. Il y a déjà celui qui fait la F2S avec son commanditaire qui va demander la durée de vie du produit et pour cela il va demander plusieurs durées. Donc déjà il y a la durée de garantie qui est bien plus courte, les retours d'expérience, voilà. Et sur cette base-là, basiquement ça, les tests de durabilité, les retours d'expérience et la durée de garantie, un compromis est trouvé en regardant aussi ce qu'il existe déjà comme matériau équivalent dans la Basignès qui a telle ou telle durée de vie. Et on va essayer de se rapprocher de ce qui existe déjà dans la Basignès. Avec la justification que si jamais on veut, on est un isolant, la plupart des isolants sont plutôt à 30 ou 40 je crois, mais peu importe. Si on veut être à 50 ans, moi en tant qu'analyste et aussi en tant que vérificateur, je vais demander des justificatifs très particuliers pour prouver que tu as 50 ans alors que tous tes copains sont à 40. Voilà. Donc voilà comment sont établies les durées de vie. Et là j'y pensais pour la paille, mais s'il y a moyen d'avoir un autre retour d'expérience pour le doubler sur ce bâtiment qui a 100 ans ou de venir le prouver, ça pourrait passer dans les F2S et du coup ça serait très bénéfique. Sur la Terre, on propose 400 ans. On peut le prouver. 4 milliards d'années, moi je dis. Ouais. Bonsoir. Une question peut-être plus particulière pour la filière béton. Je m'interroge s'il y a actuellement en cours de la recherche, comme l'avait montré la filière terre cuite, où il y a une prise de conscience de l'énergie nécessaire pour transformer le matériau, et donc de la recherche pour essayer de trouver des solutions plus écologiques. Et pour le béton, on a quand même tous conscience que c'est un matériau qui n'est pas si écologique que ça, qui ne stocke pas de carbone, qui demande beaucoup d'énergie pour être extrait, transformé. Donc est-ce qu'il y a de la recherche en cours sur des types de béton qui vont être
plus vertueux. On a parlé tout à l'heure de la terre coulée. Donc voilà, de la terre coulée, du béton de chanvre. Je sais pas, je m'attendais un peu à ce genre de présentation-là qu'on n'a pas eu. Donc si vous pouvez compléter un petit peu là-dessus. Finalement, vous avez tout un savoir-faire dans la filière béton avec les banches, plein de matériel et plein de personnes qui savent faire des grandes choses. Et ça pourrait être fait avec d'autres matériaux plus vertueux. Ok, mais je pense qu'il faut distinguer deux choses. La production d'énergie pour produire du ciment et et le besoin d'énergie pour produire du béton. Le ciment étant, je pense beaucoup de monde le connaît, mais c'est la farine du boulanger. Hein. C'est le liant qui vient s'hydrater et qui finalement fait s'accrocher les grains entre eux. Produire du ciment, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Ça nécessite des grosses installations qui s'appellent des cimenteries, d'accord. Et il y a une formule chimique qui est toute simple. Hein. Je prends du carbonate de calcium, c'est ACO3. Et si je veux faire une particule de ciment active, il faut que je la décarbonate. Il faut que j'enlève le CO2. Donc naturellement, pour fabriquer du ciment, à un moment donné, il faut sortir du CO2. C'est une des clés de la fabrication du ciment. Ça concerne les cimenteries. Il faut savoir que les cimenteries, depuis les 20 dernières années, ont réduit de quasiment 30% leur émission de CO2. Il y a des gros investissements qui ont été faits là-dedans. Il y a de la recherche aussi, je pense que c'est à ça que vous faites référence, en particulier le projet FastCarb, qui a pour mission de restocker, c'est-à-dire que je prends une pierre ou un matériau issu de la déconstruction, un matériau béton, je laisse à l'air libre, on sait qu'il va se recarbonater. Si je le mets sous pression, il va se recarbonater beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on va effectivement stocker. Là, on est sur des recherches qui sont actuelles, qui sont en train de se faire. On n'est pas encore sur les cycles industriels, et encore ça, c'est des recherches qui sont plutôt poussées par l'industrie cimentière, puisqu'en fait, le principe, ça serait, entre guillemets, de repiéger une partie du CO2 émis. Après, sur la partie béton en tant que tel, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de fabriquer du béton. J'ai dit tout à l'heure, quantité de formules, quand je parle de 1500 à 2500 formules, c'est un minimum. Si celle que vous souhaitez n'existe pas, on la créera pour vous. C'est pas un souci, c'est savoir faire de ce produit-là. On a différentes manières de formuler. Déjà en géosourçant effectivement les matières premières, et en particulier les granulats, je l'ai expliqué tout à l'heure, et puis également en mettant des produits de substitution. C'est-à-dire que mon grand-père, quand il faisait du béton sur son chantier, il utilisait du CPA, du clinker pur, qu'il mettait avec du sable et du béton. Et là, il était à 100% en constituant pur, issu de la cimenterie. Aujourd'hui, on utilise des ciments recomposés, donc dans lesquels on vient mettre du filaire calcaire, ou on utilise des liants complémentaires, qui peuvent être des cendres volantes, donc des coproduits, qui peuvent être du laitier de haut fourneau, donc des coproduits, qui sont à des taux de carbone qui sont à 0. Et en combinant ces liants et en les rajoutant dans le béton, on vient diminuer la quantité de carbone produit et apporté par le ciment. Aujourd'hui, on est capable de faire des bétons entre guillemets bas carbone qui baissent le taux de carbone jusqu'à 40% de moins dans le mètre cube. Ça, c'est des choses qu'on sait faire, que la filière sait faire. Aujourd'hui, je n'en ai pas parlé effectivement tout à l'heure, mais c'est effectivement les évolutions qui sont actuelles, sachant que tout ça, c'est avant ce qui est recyclage, réintroduction des matériaux dans le béton, produit avec les matériaux de déconstruction, bien entendu. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. D'accord. Et c'est déjà bien, merci. On va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur la temporalité, question de la temporalité. Est-ce que la RE20, c'est-à-dire qu'on définit des durées de vie de 50 ans, mais aujourd'hui, on a conscience que le défi climatique, c'est dans 30 ans. C'est en 2050. Du coup, je me pose la question de est-ce qu'aujourd'hui, la RE20 prend en considération, et j'ai pas l'impression, en tout cas celle qui nous est préparée là pour être votée bientôt, qu'elle prend en considération la notion du stockage de carbone maintenant.
la diminution des énergies consommées maintenant, puisque Greta Thunberg nous le dit, l'effort à faire, c'est l'effort dans les 3 ans qui viennent. C'est pas l'effort dans les 50 prochaines années. Du coup, je me demande comment ça entre en compte dans cette nouvelle R20. Non, mais je vous l'ai dit, quand j'ai cité le CCH, la question du stockage carbone doit être pris en compte. Alors après, la question, c'est comment. C'est testé actuellement. Vous dire comment on va retomber sur cette question du stockage carbone, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va arriver à la prendre en compte de manière suffisante, mais en tout cas, on doit la prendre en compte. C'est inscrit dans les textes réglementaires. Donc, je vous donne rendez-vous lors de la parution de la méthode et j'espère qu'on pourra se féliciter de la prise en compte du stockage carbone.